vos projets. Ensuite, après, on parlera alors de tout ce qui se rapporte sur l'éthique. Quels sont les éléments, quels sont les principes, quels sont les critères, les implications auxquelles il faut faire attention lorsque vous concevez un logiciel, lorsque vous concevez une application destination de deux personnes, hein, donc personnes propres et non pas uniquement sur euh, des choses et autres. Et ensuite, après, ben, j'illustrerai cela avec quelques exemples pratiques qui pourraient un petit peu vous donner une idée de ce qui pourrait être pertinent dans la construction de votre ou la conception de vos applications. Ensuite, après, on se rapportera sur le point qui est le plus essentiel pour moi, à mon avis, c'est la protection des données à caractère personnel, donc qui concerne toutes les personnes, parce que tous les projets que j'ai eu à parcourir, donc du résumé que j'avais reçu précédemment, j'ai vu qu'il n'y en avait aucun qui se dispenserait des données personnelles. Donc ça veut dire que tous les projets qui sont prévus, en fait, concernent de près ou de loin des personnes. Et donc, à ce moment-là, ben, il y a des choses ou des points sur lesquels il faudra faire attention. Ensuite, après, on parlera un petit peu de tout ce qui se rapporte sur l'inclusion dans la conception, mais ça rejoint aussi le point sur l'éthique dans l'IA. Et alors, le dernier point qui sera un petit peu trop théorique par rapport à tout ce qui me concerne, donc c'est la conformité sur la législation, mais là, je vais pas le parcourir avec vous parce que pour chaque type de projet, en fait, il y a différentes législations qui s'appliquent. Mais ici, je vous ai juste repris quelques exemples qui s'appliquent à tous les projets en général, mais qu'ensuite, après, une fois que vous commenciez à entrer dans les détails, pardon, bah alors, dans ce cas-là, bah, il y a d'autres législations qui sont prévues. Ben, alors, dans ce cas, je vous conseillerais plutôt de vous faire accompagner par un avocat ou un conseiller juridique ou un juriste ou même moi-même, donc dans une moindre mesure, parce que j'ai pas toute la maîtrise de la législation africaine. Et donc voilà. Et alors, quels sont les défis auxquels vous allez être confrontés au cours du développement de la conception de vos applications et logiciels? Là, j'illustrerai quelques-uns pour un petit peu voir si vous en avez déjà une idée de quoi vous allez être confrontés. Ensuite, après, on terminera par une session de questions-réponses si vous en avez à ce moment-là. Ça va jusque-là pour tout le monde? Si je ne vois pas comme ça, je vais voir juste ici. Hop, voilà, ok. Euh, ok, ok, voilà, c'est bon. Voilà, donc une petite introduction donc sur notre, comment dirais-je, bon, ça y est, un petit peu. Voilà, ok, ça c'est bien. Bon, Là, vous n'êtes plus donc, en plein écran, c'est exprès. ça c'est bizarre, ça a sauté. Bon, je retourne, voilà, ça c'est bon. Voilà, Oui, c'est ok, bon. très bien. Donc, une petite brève définition donc, de l'IA, mais enfin, là, je pense que vous avez déjà une connaissance de tout ce qui se rapporte là-dessus, mais c'est juste pour un petit peu s'assurer que tout le monde parle de la même chose. Mais j'aime bien résumer ça, mais donc ce n'est pas la définition du dictionnaire ou du rocher ou tout ce que vous voulez, mais c'est juste que de dire voilà, que c'est juste une discipline de l'informatique qui vise à développer des systèmes capables de pouvoir simuler l'intelligence humaine. Donc, juste simuler, donc il faut être d'accord que l'intelligence artificielle ne peut pas être comme un humain, mais plutôt simuler quelques comportements de l'humain. Et voilà. Et donc, son importance qui est croissante, donc ici, est déclinée sous différentes formes, à savoir que maintenant, on les utilise dans pas mal de domaines, à savoir la santé, pour les chirurgies, pour les opérations assez délicates, les transports, mais là, ici, les projets que vous avez, il y en a un que j'ai un petit peu repéré qui a déjà son application en Europe et sur d'autres continents, à savoir Uber, donc qui est la location des chauffeurs privés, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, la mise en contact avec différentes personnes. Au niveau financier aussi, également, donc avec les prédictions des investissements, de la bourse et tout ça, ainsi de suite, etc. Mais donc, cette évolution et alors la rapidité
du fait qu'on a tous aujourd'hui à faire face à l'intelligence artificielle. Vous avez pu vous en rendre compte avec le ChatGPT, pour tout le monde en parle partout, donc ça c'est le plus célèbre qui fait l'actualité aujourd'hui. Ben, en fait, ces systèmes qui sont capables donc d'apprendre, de prendre des décisions, d'interagir avec des humains de manière autonome, posent certaines questions essentielles qui se rapportent notamment donc sur l'éthique, comme je l'avais parlé dans la présentation, mais la protection des données aussi, mais aussi sur le point d'inclusion qui sont notamment, par exemple, la discrimination, mais aussi le fait qu'on ne tient pas compte de certaines populations, certaines données qui, en fait, pourraient être pertinentes. Et donc, pour cela, j'insiste, enfin, de près, j'avais échangé avec Footsé sur ces points-là, que je m'attarderai un peu plus sur tout ce qui est l'éthique dans la conception, mais aussi l'inclusion de tous ces logiciels-là qui sont dotés d'une intelligence artificielle, qui soit avec une machine en ligne ou contrôlée par l'humain lui-même. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau technique, donc je vous fais une sorte de bref aperçu juridique qui concerne surtout l'Afrique, enfin le monde, enfin au niveau international, et puis ensuite après l'Afrique, et ensuite après je terminerai avec le Cameroun dans une moindre mesure, mais je ne vais pas apporter trop de précisions par rapport à ça. Et donc je vous encourage, si vous en avez besoin, de m'envoyer alors par après les questions beaucoup plus précises par rapport à votre projet, de dire voilà, ok. Mon projet porte sur une transaction, par exemple, financière de manière électronique, et quelles sont les législations qui s'appliquent et tout ça, ainsi de suite. Et comme ça, là, je pourrais répondre plus précisément, ce que je ne pouvais pas faire ici pour le temps qui m'était imparti. Et donc ici, le point le plus important, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et alors ici, j'ai juste illustré j'ai mis en avant donc l'article 12 qui porte sur les personnes. Donc à savoir que l'émission arbitraire de la vie privée ou de la famille elle porte atteinte à l'honneur de réputation, ne peut pas être, comment dirais-je, négligée dans la conception de vos logiciels et applications. Donc, c'est-à-dire qu'ici, un autre exemple que j'avais en parcourant vos projets, c'était que vous avez l'intention de récolter certaines données à l'aide des caméras sur les routes pour un petit peu aider à fluidifier le trafic ou des choses comme ça, ainsi de suite. Donc, ça sous-entend aussi la collecte éventuellement des numéros de plaque des immatriculations. Mais donc, est-ce que ces données-là vont être accessibles à tout le monde? Est-ce que les systèmes de sécurité ou les moyens de sécurité pour protéger les données qui vont être récoltées sont optimales, sont adaptées à toutes les données qui vont être récoltées? Et donc, est-ce que les gens qui accéderaient à ces données n'ont pas des mauvaises intentions, des choses comme ça, ainsi de suite? Donc voilà, donc c'était le point que j'estimais le plus important, mais qui concerne quasi tous les projets. Ensuite, après, on a le Pacte international des droits civiques et sur la politique qui protège aussi la vie privée. Donc c'est vraiment, vous voyez bien que c'est toujours la vie des personnes qui est toujours mise en avant. Ensuite, après, au niveau de l'Union africaine, vous avez la convention qui a été adoptée par pas mal de pays au niveau du sommet de Malabo. Donc, c'est la convention Malabo pour ceux qui en ont déjà entendu. Mais là, de nouveau, ça porte aussi sur une sorte de renforcement de la législation qui régisse tout ce qui est en rapport avec les données à caractère personnel au niveau africain. Donc, ça veut dire qu'il y a différents types de législation existants ou inexistants, mais qui fonctionnent de manière différente. Mais donc, pour faciliter la manière de la compréhension, mais aussi pour les développeurs ou les concepteurs que vous êtes, mais de pouvoir développer votre logiciel à partir d'un pays, mais que vous savez quand même l'exploiter ou l'exporter vers d'autres pays sans pour autant que vous ayez des contraintes au niveau juridique et tout ça, ainsi de suite. Ensuite, il y a aussi d'autres législations qui portent sur comment dirais-je, les transactions électroniques, sur la cybercriminalité, et ainsi de suite. Et donc, il y a le Cameroun aussi qui est impliqué dans cette convention-là, mais qui n'a pas été, comment dirais-je, ratifié comment dirais-je, dans la législation nationale. Mais donc, c'est-à-dire que c'est une législation qui existe pour l'Afrique, mais que tous les pays de l'Afrique n'ont pas adopté. À savoir que donc ici, vous évoluez dans un cadre juridique un petit peu
au ralenti, ce qui vous permet en fait d'un petit peu anticiper ce qui vous attend par après, à savoir que si vous euh, concevez votre logiciel ou votre application aujourd'hui, le conseil que moi je vous donnerais, c'est de regarder la législation la plus sévère et alors essayer d'adapter votre application sur cette législation-là. À savoir que si aujourd'hui il n'y a pas de législation, mais que vous dites que voilà, je fais ce que je veux, je crée une application que j'ai envie de mettre en application. Bonjour. Bonjour. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que c'est toujours mieux de considérer la législation la plus sévère dans l'adoption ou dans la conception de vos applications, histoire qu'au moment où la législation arrive, vous êtes déjà en fait prêt. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire des adaptations, des mises à jour, ainsi de suite. Et donc, vous êtes quelque part en avance sur ce qui pourrait arriver sur le marché à ce moment-là. Et donc, pour faire un petit graphique de ce qui se passe au niveau du Cameroun, donc il y a une législation sur les transactions électroniques, parce que j'avais vu qu'il y avait quand même des projets qui avaient comme pour but de mettre en connexion deux personnes via une application. Mais donc là, je présume qu'il y aura quand même des transactions électroniques qui vont se faire, parce qu'il faudra payer pour la course qui est commandée. Ensuite, il y a des législations sur la protection de la vie privée. Donc, on a parlé de la déclaration universelle, mais aussi une loi qui a été adoptée au niveau du Cameroun qui porte spécifiquement sur la protection des données, même si il n'y a pas une agence propre qui garant, enfin, du moins qui surveille ou qui contrôle le respect de la législation par rapport à la protection des données. Il y a aussi une législation sur la protection du consommateur et d'autres législations. Mais ça, c'est les quatre ici, donc avec la législation sur la cybercriminalité, c'est les quatre législations auxquelles il faut absolument se référer dans toutes les applications ou logiciels que vous allez devoir concevoir, parce que cela, vous devrez devoir comment dirais-je, respecter la législation qui se rapporte par rapport à ce que vous avez envie d'allouer vos logiciels ou applications, si je peux m'exprimer ainsi. Et alors, pour votre information, mais ça, vous ne devez pas le retenir par rapport à tout ça. Donc, c'est juste qu'il y a une agence nationale des technologies de l'information et de la communication au Cameroun, qui est l'organe compétent pour tout ce qui est la sécurité des systèmes d'information, mais n'est pas tout à fait habilité par tout ce qui est gestion de protection des données à caractère personnel, même si quelque part, si vous traitez ou vous créez, vous concevez vos applications qui vont devoir échanger, récolter des données de manière électronique, l'agence pourrait être compétente, mais pas tout à fait pas du tout pour tout ce qui rapporte sur les données à caractère personnel, mais pour d'autres activités, donc la récolte des autres données qui pourraient permettre à l'application de fonctionner, et tout ça, ainsi de suite. Voilà. Et donc, si on se rapporte, si on fait un petit arrêt sur la législation, mais qu'ensuite après on se rapporte sur quel est l'autre élément auquel je dois absolument tenir compte dans la conception, dans le développement de mon application et ainsi de suite. J'hésitais un petit peu à vous donner des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Mais je me dis, je pourrais le faire à la fin, et comme ça au moins on pourra voir si vous aviez déjà envisagé ce type de manière de procéder ou pas. Mais donc, parlant de l'éthique, au regard de ce que vous avez vous avez prévu de développer, il faudra considérer, mais aussi comprendre les conséquences des décisions automatisées, à savoir que toutes les données que vous allez récolter, ou du moins que vos logiciels vont être amenés à récolter pour pouvoir fonctionner, parce que normalement, en principe, les intelligences artificielles dotées d'une machine learning ont besoin d'un volume de données quand même conséquent, mais aussi de la qualité des données qui sont récoltées pour fonctionner correctement, ou du moins pour le projet auquel ils sont alloués. Mais il faudra alors, comment dirais-je, faire une sorte d'analyse d'impact
pour se rendre compte de ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Décision automatisée, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, par exemple, j'avais eu l'occasion, donc je discutais avec Footse à ce sujet-là, de dire, voilà, je conçois mon application qui sera chargée de gérer les déchets pour ben voilà, c'était un des projets qui est envisagé d'ailleurs. Mais ici, en Belgique, il y a une commune qui a donc engagé une start-up qui a conçu une application dotée d'intelligence artificielle pour gérer les déchets des trottoirs, mais pour une zone bien délimitée. Mais donc, l'expérience se déroule très bien, mais sans incident. Et puis, un jour, il y a un des habitants qui rentre des vacances, donc qui rentre de l'Italie. Il vient de s'acheter, d'acquérir quand même un chapeau très cher. Hein, donc, c'est un investissement qui valait quand même plus ou moins 5 000 euros. Donc, c'était ça l'histoire. Mais il a une apparence verte. Il a des plumes sur les côtés, voilà, un peu fashion et tout ça, ainsi de suite. Mais donc, il se promène dans la rue, mais c'est une histoire vraie, hein, donc c'est pas des conneries. Mais donc, il se promène et le robot qui est censé ramasser les déchets des trottoirs fait sa tournée comme d'habitude et voit ce chapeau-là. Et le chapeau, il saisit le chapeau et il le détruit tout de suite. Mais donc, à ce moment-là, donc, il a pris, sur base des informations qu'il a récoltées, il a estimé que le chapeau qui était sur la tête de cet habitant-là était un déchet, et que, donc il a pris et il l'a détruit. Et donc, il a pris une décision automatique, détruit un chapeau en le confondant avec les déchets. Et ici, le litige auquel on était confronté, c'était de savoir, voilà, ici, les conséquences de cette décision automatisée, c'est la destruction d'un chapeau en confondant avec les déchets, mais qui en est responsable? Est-ce que c'est la personne qui a conçu l'application? Est-ce que c'est la commune qui a fait appel à l'entreprise pour tester son outil sur son territoire? Ou alors c'est comment dirais-je, c'est l'administration elle-même qui a fauté parce qu'il n'a pas protégé son habitant vis-à-vis de quelque chose qui a causé un dommage. Et donc voilà, considérer, comprendre les conséquences des décisions automatisées parce qu'il y a toujours des responsabilités qui peuvent être engagées vis-à-vis du concepteur, vis-à--vis du développeur, mais aussi vis-à-vis de celui qui va devoir faire appel à vous. Et à ce moment-là, c'est là où il y a les clauses du contrat, enfin des contrats vont être importants par rapport à ça. Alors, mais donc, quels sont les principes clés auxquels il faut faire attention? Ici, j'ai cité la transparence, la responsabilité et l'équité. Mais qu'est-ce que ça sous-entend la transparence? Mais ici, en fait, la transparence, c'est surtout s'assurer que les utilisateurs qui vont devoir faire affaire au logiciel, à l'application, soient en mesure de comprendre les décisions automatiques qui vont être prises par l'IA. Et donc, autrement dit, il faudra que vous documentiez vos algorithmes, si vous arrivez à les expliquer clairement, dans un langage clair. Il faut que la mise en place des mécanismes d'explicabilité de la communication des limites de l'IA soit aussi explicitée. Donc, est-ce que ça présente, il y a des défauts? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que vous avez pu les identifier? Comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de ce logiciel, de l'application? Est-ce que comment dirais-je, par exemple, lorsque vous achetez un GSM, vous avez leur logiciel qui parfois, après un certain moment, vous demande de mettre à jour ou qu'il y a une mise à jour du logiciel qu'il faut effectuer. Et sans quoi, les barres ou le degré de sécurité de votre téléphone, en fait, se trouve un petit peu compromis. C'est ce type de documentation qui est quand même relativement important qu'il faut quelque part adopter, à savoir, voilà, à quoi ça va servir, à quoi les utilisateurs vont être confrontés, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, est-ce qu'il y a des mises à jour nécessaires, est-ce qu'elles sont obligatoires ou aléatoires, parce que ça prend la mémoire quand même de l'outil qu'ils vont devoir utiliser tout cela, et ainsi de suite. Donc voilà. La responsabilité, c'est Une question. dire, En fait, Richard, oui,
Est-ce que Oui, tu aimerais recevoir les questions au fil ou on attend à la fin? Parce qu'il y a des comment? mains levées. Il y a des mains levées et j'aimerais savoir, est-ce que tu veux prendre les questions au fur et à mesure ou tu préfères à la fin? Bah, je peux prendre les questions maintenant. Attends, je vais voir. Ok, parce qu'il y a Clara qui a la main levée. Peut-être qu'elle peut poser sa Ah oui, question. je n'avais pas mis ça sur le. Attends, je vais juste faire ça sur le côté parce que je ne voyais pas. Euh, voilà. Ok, voilà. Donc c'est Clara qui avait une question. Oui, ok, oui. Je peux prendre. En fait, voilà, je peux prendre les questions, mais alors que ça se reporte sur les slides qui sont projetés et qu'ensuite après, s'il y a d'autres questions mais que je n'ai pas pu y répondre pendant ce moment-là, ben alors on peut. Je peux y répondre à la fin sans problème. Oui, Clara, vas-y. Je vais poser la question. Elle est là? Normalement, oui. Oui. Je ne la vois plus. Je Bah, je la vois plus dans le chat. Ouais, ok, ça va. Bon, c'est pas grave. Peut-être problème de connexion. Ah, ok. Dès qu'elle revient, je vais garder ça en- Attends, je vais juste voir si je peux réduire l'écran comme ça. Ça peut être plus simple. Si je peux. Moi, je pourrais vous dire hein, s'il y a une main levée. Parce que là, c'est petit, on ne voit pas très bien. Oui, parce qu'ici, j'avais mis tout complètement que je ne voyais pas. Et donc, ok, mais ça va. Mais là aussi, dès qu'elle revient, là, vous pouvez me prévenir, alors je me ferai un plaisir de répondre à sa question. Mais donc, j'en étais sur le point de la responsabilité. Et donc, ici, c'est surtout pas que vous soyez responsable des défauts de l'application, pas que vous soyez responsable des dommages que va causer les applications et autres, mais plutôt que c'est la surveillance continue de l'intelligence artificielle que vous avez conçue, mais aussi, comment dirais-je, la correction et des erreurs et la prise en considération des retours des utilisateurs pour l'améliorer. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, par exemple, si pour certaines applications, il fonctionne mieux sur certains, comment dirais-je, certains téléphones, certains PC, certains d'autres, comme on sait que voilà, le système d'Apple est un système fermé qui n'est pas accessible au système qui est avec une exploitation Android, mais là, ils doivent savoir à quoi ils ont affaire. Mais donc ici, pour la partie responsabilité, ce sera de dire mon logiciel, mon application présente des défauts, je vais les améliorer. Ok, j'ai reçu un retour d'un tel qui parle du fait qu'il y a un tel défaut ou par rapport à cette telle situation, je fais une analyse d'impact, j'examine est-ce que ça vaut la peine de l'améliorer tout de suite ou est-ce que j'attends une mise à jour importante pour améliorer ce défaut-là ou je rends cette partie-là disponible parce que ça présente un risque par rapport à la protection des données que je récolte, oui ou non. Et donc, voilà, c'est ce type de responsabilité-là qu'il faut garder en tête. Et ensuite, après, l'équité, c'est l'équité de dire vos applications, les logiciels que vous allez concevoir, dotés d'une intelligence artificielle, vous allez avoir besoin d'avoir accès à différentes données, donc à savoir sur l'environnement, sur la météo, sur les finances, sur les habitudes des personnes, sur la qualité de l'environnement, donc les routes. Il y a des parties, il y a des projets qui parlent sur le trafic, la qualité des routes avec les nids de poules pour y remédier pour la sécurité. Il y a la récolte des déchets, il y a la gestion des déchets et tout ça, ainsi de suite. Donc, en fait, ça parle aussi de pas mal de données. Et donc, il faudra s'assurer que, comment dirais-je, vos applications ne je cherche le mot, ne soient pas discriminants. Donc, à savoir, ne vous focalisez pas uniquement sur un seul type de public. Par exemple, savoir que voilà, est-ce que tout le monde n'a pas une voiture,
mais quand même empruntent le même chemin. Est-ce que vous allez uniquement tenir compte des retours de ceux qui possèdent des voitures ou aussi ceux qui possèdent des motos, des motocyclettes, des vélos ou ceux qui marchent à pied? Donc, c'est-à-dire que c'est aussi des utilisateurs du même chemin et ils ont peut-être des besoins différents, mais pour lesquels l'application que vous allez concevoir va pouvoir quand même leur être utile. Est-ce que ça vaut la peine que je marche sur cette route-là pour arriver à ma destination, ou alors il vaut mieux emprunter un autre chemin pour ma sécurité? Et ça peut servir aussi. Donc, c'est-à-dire que ça ne doit pas se limiter uniquement, par exemple, à des personnes qui utilisent des véhicules uniquement. Donc, c'est des points importants quand même à tenir compte, qui est savoir que l'objectif visé ne doit pas se limiter à un seul public bien défini. Voilà. Ça va? Voilà. Et alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre sur l'équité? Ouais, je pense que c'est ça. Un autre point important, qui est même le point le plus important par rapport à tous les projets, mais c'est la gestion des données personnelles. À savoir qu'ici, vous allez pour tous les projets que j'ai pu, enfin les résumés des projets que j'ai lus nécessitent la récolte des données à caractère personnel. Et donc là, il faudra quand même vous renseigner correctement parce qu'il y a une loi, hein, donc il y a une loi qui existe au Cameroun relative à la protection des données à caractère personnel, même s'il n'y a pas d'autorité qui garantit le respect de cette législation-là. Mais si vous souhaitez être comment dirais-je, les pionniers, les prévoyants, anticiper, parce que ça va arriver à un moment ou à un autre, parce que c'est de ce dont on parle aujourd'hui, c'est la protection des données personnelles, c'est le respect des droits fondamentaux, et tout cela, ça implique que toutes les applications, que ce soit au niveau que ce soit public, même privé, vont devoir se conformer à ce type de législation-là. Et donc ici, vous avez certainement dû entendre parler de ce qu'on appelle le RGPD. Donc ça, c'est le règlement général de l'Union européenne qui régit tout ce qui se rapporte sur la protection des données à caractère personnel. Mais donc, ça sert en fait de référence pour tous les pays du monde, y compris l'Afrique, pour adopter des législations, comment dirais-je, qui protègent les données à caractère personnel. Et donc, à partir du moment où vous concevez vos applications, ayez en tête d'adopter des systèmes de sécurité qui garantissent la sécurité, mais aussi la confidentialité, mais aussi d'éviter qu'il y ait des accès, c'est ce que j'ai noté ici, donc les accès non autorisés ou des utilisations abusives. Donc, c'est-à-dire que les personnes que vous allez devoir engager ou que vous allez avoir accès, qui ont accès à ce type de données, assurez-vous qu'ils ont une sorte d'intégrité, de dire, voilà, OK, je traite des données que quand même des utilisateurs me confient, il faut que ces données soient traitées de la meilleure façon qu'ils soient. Mais donc ici, il y a le respect des lois et des réglementations relatives à la protection des données. Il faut savoir que je présume que vos applications, vos logiciels ne vont pas uniquement se limiter à la ville de Douala ou à une autre ville du Cameroun, mais qu'à un moment ou à un autre, vous pourrez être amené à exporter votre produit. Mais donc ici, assurez-vous que voilà, par rapport aux législations locales, aux législations nationales, aux législations africaines et même internationales, vous y conformez, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc pour cela, je vous ai mis juste 3 petits points qui sont les plus importants par rapport à tout ce que vous avez prévu de construire. Donc, c'est un consentement éclairé. Qu'est-ce que sous-entend un consentement éclairé? C'est de dire toutes les personnes qui vont devoir. Donc, je prends toujours le même exemple, mais après, je peux toujours changer. Donc, si vous voulez. Un des projets que vous avez prévu, c'est donc d'utiliser des caméras de surveillance ou même des caméras 3D pour identifier le trafic ou les passages, les différents passages sur certaines routes. Pour d'autres, c'est la mise en relation de différentes personnes qui ont besoin d'un service. Donc ici, c'était l'allocation d'un chauffeur ou d'une course ou des choses comme ça. Cela sous-entend que la personne qui va réserver sa course, la personne qui va emprunter telle route, va devoir communiquer ou va voir ses données
de sa voiture, de sa moto, ses données personnelles parce qu'il y a une transaction électronique qui va se faire pour réserver sa course, qui vont être récoltées par l'application. Mais est-ce que pour lui ou pour la personne en tant que telle, il sait à quoi va servir ces données-là? Est-ce que c'est uniquement pour la réserve de la course? Est-ce que c'est uniquement pour la sécurité? Est-ce que ça ne va pas servir à d'autres fins aussi? Est-ce que les données qui vont être récoltées ne vont pas aussi servir au fait que vous allez examiner les comportements des personnes et qu'ensuite après l'alerter éventuellement de dire non, n'empruntez pas cette route, vous prenez ce chemin-là parce qu'il y a moins de trafic ou des choses comme ça. Mais donc là, ça sous-entend un traitement des données personnelles. Donc la personne pour laquelle les données vont être récoltées doit adhérer ou télécharger l'application ou avoir accès à l'application en connaissance de cause, donc à savoir à quoi va servir mes données. Est-ce que ce sera uniquement pour le service pour lequel il est rendu ou il y aura d'autres fins par la suite. La minimisation des données, donc c'est-à-dire, ça sous-entend ne récolter des données que vous avez besoin pour le bon fonctionnement de l'application ou du logiciel que vous êtes en train de construire. Donc, n'allez pas prendre toutes les données qui ne sont pas pertinentes. Donc, c'est-à-dire, comment dirais-je, par exemple, pour les données qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Ah oui, ben voilà, on va prendre l'exemple de la gestion des déchets pour savoir si les poubelles sont pleines et tout ça, ainsi de suite. Est-ce qu'on a besoin de savoir du nom de la personne qui va jeter les déchets à l'espace prévu ou pas? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est pour savoir quelle quantité chaque habitant met dans ces poubelles intelligentes ou est-ce que c'est pour être alerté du fait que la poubelle est pleine, il faut que tel type de personne alerte les autorités pour venir lever le conteneur et l'échanger par un nouveau ou pas. Est-ce que dans ce type de situation, est-ce que j'ai besoin de récolter des données relatives à l'état financier de la personne ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que c'est nécessaire pour l'objectif principal visé ou pas? Et donc, c'est de se poser la question de dire, voilà, quel type de données est-ce que j'ai besoin pour que le but pour lequel je suis en train de construire mon logiciel ou l'application soit atteint. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus. Donc il ne faut pas. Est-ce que j'ai besoin de connaître le nom et prénom de la personne ou pas? Est-ce que j'ai besoin de connaître la date de naissance de la personne ou pas? Est-ce que pour l'histoire de vérification de l'identité, ok, ça se justifie, mais est-ce que jusqu'à là, je dois aller jusqu'où? Est-ce que je demande un nom et un prénom et ensuite après je rajoute une adresse email ou avec la date de naissance ou pas? Donc voilà, donc c'est de voir si pour l'identification de la personne, on a besoin de toutes ces données-là. Est-ce que pour le service ou pour l'application en tant que telle, est-ce qu'on a besoin de toutes ces données-là ou pas? Et ensuite, après, le troisième point, c'est sur la sécurité des données. Sur la sécurité des données, il faut savoir que aujourd'hui, il y a pas mal d'applications, de logiciels qui sont en open source. Donc, même le ChatGPT s'y retrouve aussi également. C'est-à-dire que l'outil s'améliore parce que beaucoup de personnes posent des questions, il y a rapport des informations, il y a rapport des modifications, et ainsi de suite. Mais est-ce que toutes les données que chaque personne y intègre, en s'identifiant, en posant toutes ces questions, sont sécurisées. Autrement dit, est-ce que si je pose une mauvaise question en disant voilà, ok, comment fabriquer une bombe, comment machin, tout ça, ainsi de suite, est-ce que je ne risque rien? Est-ce que les personnes qui auront accès à toutes mes questions-là ne vont pas me signaler ailleurs? Est-ce que mes données que je vais devoir communiquer sont accessibles à tous ou pas, ou ils sont sécurisés de telle sorte que les personnes qui y auront accès, c'est dans le but d'améliorer le système auquel je suis en train d'utiliser. Et donc, les mesures de sécurité sont très importantes, que ce soit pour éviter les violations, les accès non autorisés des personnes qui sont malveillantes, mais aussi pour la crédibilité de l'application. Donc, ça veut dire que les utilisateurs qui constatent que l'application en tant que telle ou le logiciel n'est pas sécurisé
vous êtes certain que du jour au lendemain, ils vont plus l'utiliser, ils n'ont pas le choix d'y recourir. Mais de nouveau, c'est là il faudra trouver un équilibre, et c'est là dont on parle de l'éthique, mais aussi de la responsabilité du développeur, du concepteur, en disant euh, je mets à votre disposition une application, je mets à votre disposition un logiciel. Sachez que vous ne risquez rien. Les données que vous allez me confier, ils sont entre de bonnes mains. Je ne récolte pas toutes les données, j'en récolte ce dont j'ai besoin pour faire fonctionner l'application et le service auquel vous faites appel. Et sachez que ces données-là vont servir à tel ou tel but. Et là, à ce moment-là, est-ce que vous y adhérez? Oui, ok, alors là, c'est parti. Voilà. Donc, retenez, c'est vraiment le consentement éclairé, informer les personnes. La documentation est relativement importante. Comment est-ce que fonctionnent vos algorithmes que vous avez mis en place pour faire fonctionner vos logiciels et tout ça, ainsi de suite. Les données que vous récoltez, qu'elles soient de qualité pertinente, mais donc qu'elles ne soient pas toutes les données, mais surtout les données dont vous avez besoin. Et alors ensuite, après, la sécurité de ces données-là qui sont récoltées, mais évidemment, donc là, vous mettez en place des moyens pour tout sécuriser en tant que tel. Voilà. Et ensuite ici, sur le petit point sur l'inclusion, mais j'en avais déjà quand même un petit peu parlé un peu plus haut, donc c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une application qui est proposée ou un logiciel qui est construit, il y a toujours le fait qu'il vaut mieux toujours tenir compte de différents paramètres. Et donc ici, l'objectif visé pour l'un, c'est fluidifier le trafic, s'assurer que les nids de poules qui sont sur le chemin sont identifiés, et donc ensuite après les autorités compétentes viennent y remédier, donc mettre en état le chemin. Pour d'autres, c'est oui, la gestion des déchets en particulier, mais est-ce que tout cela tienne compte, donc ici, de la culture, de la situation socio-économique de la société ou de l'environnement, du quartier, de la ville, et ainsi de suite. Mais donc, les données auxquelles vous allez devoir avoir recours pour faire fonctionner vos applications logicielles. C'est important que voilà, vous teniez compte du fait que, comment dirais-je, n'oubliez personne ou n'oubliez rien. Donc, pensez comme ici avec l'exemple que je vous ai donné sur les routes, il n'y a pas que les personnes qui possèdent des voitures qui vont devoir emprunter le chemin. Il y a certainement des piétons, il y a certainement des cyclistes, il y a certainement d'autres moyens de déplacement qui vont devoir y transiter, mais est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce ils sont pris en compte ou pas? Et alors après, c'est sur le point de l'accessibilité. Est-ce que tout ce monde qui emprunte ce chemin vont pouvoir avoir accès facilement? Donc, est-ce que vous allez demander un retour, un financement? Est-ce que c'est contre un financement l'accès à l'application? Est-ce que c'est contre un financement l'accès à votre service ou pas? Est-ce que c'est pour répondre à un intérêt général? Et donc là, ici, là, il faut que les autorités alors publiques interviennent et que donc financent votre logiciel et qu'ils puissent mettre à disposition des habitants ou des choses comme ça. Et donc, tous ces points-là, c'est pour éviter à la fin, je l'ai mis en évidence, des discriminations ou des exclusions involontaires. Donc, c'est-à-dire que vous avez un but louable, vous avez envie de faciliter la vie des gens, des utilisateurs, que ce soit pour la gestion des déchets, que ce soit pour le transport, que ce soit pour d'autres points. Mais donc, ne vous focalisez pas uniquement sur le but recherché sans tenir compte, comment dirais-je, de l'environnement dans lequel vous allez mettre en place le dispositif en question. Voilà. Et donc ici, j'ai donné quelques exemples pratiques par rapport à tout cela, mais le premier, c'est vraiment de toujours se tenir au courant, de toujours être informé de quelles sont les avancées dans l'éthique. L'éthique, c'est un gros mot, mais en même temps, ça dit pas grand-chose lorsqu'on met pas les choses là-dessus. Mais lorsque vous échangez entre différents spécialistes du même domaine, en fait, vous découvrez qu'il y a des choses qui se font déjà ou qui ne se font pas encore, mais qui pourraient être utiles pour différents types de publics.
Donc ici, je parle du fait que est-ce que la personne qui habite en ville, comparée à la personne qui habite au village, aura les mêmes, comment dirais-je, les mêmes chances, probabilités d'accéder à votre application qui pourraient leur être utiles de manière différente. Donc, c'est vraiment là-dessus. Et donc, lorsque vous échangez des personnes qui ont une expérience rurale avec les personnes qui ont une expérience niveau urbain, bah, est-ce que là, c'est certain que vous allez pouvoir trouver des informations, mais aussi des manières de procéder qui permettent de ne pas exclure toutes ces personnes-là qui pourraient avoir besoin des logiciels et applications que vous allez que vous allez devoir mettre en place. Et ensuite, après, mais c'est l'intégration des normes éthiques. Ici, j'ai mis l'exemple du code de déontologie, mais je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, ici, l'exemple qui pourrait parler à tout le monde, c'est donc ici, les journalistes sont soumis à ce qu'on appelle un code de déontologie, à savoir qu'ils ne peuvent pas publier tout et n'importe quoi et se dire qu'ils sont journalistes juste comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a certains procédés qu'ils doivent respecter. Par exemple, vérifier l'information, faire une enquête, et ensuite après publier sur leur nom, mais tout en étant que voilà, l'information qui est publiée, c'est une information avérée, vérifiée, avec des faits et avec une motivation qui est juste là. Donc ce n'est pas que, ah oui, un tel m'a dit que quelque chose s'est passé, mais je publie et c'est une information qui est avérée, ce qui n'est pas juste. Et donc ici, pour vos applications et logiciels, vous avez toujours la possibilité d'adopter, comment dirais-je, des certifications, de vous faire auditer. C'est ce que j'ai fait aussi ici en Belgique. Donc, ça dit qu'il y a des entreprises, des petites entreprises qui mettent en place des applications, mais qui aussi se conforment à la législation relative à la protection de la vie privée. Et donc, parfois, ils demandent à ce qu'ils soient certifiés. Donc, c'est une sorte de marketing, mais c'est une marketing pour les utilisateurs qui est important. Pourquoi? Parce que c'est une garantie que l'entreprise en question respecte et traite correctement les données à caractère personnel qui sont confiées par l'utilisateur. Et donc, dans ce cas-là, lorsque vous adoptez ce type de processus, de principe ou de code, ben, ça permet à quelque part à l'utilisateur d'être en confiance au regard du logiciel ou de l'application que vous lui mettez à disposition. Et donc ici, vous avez une référence que j'ai mis ici. Donc c'est des principes d'IA et d'éthique de l'UNESCO, mais aussi il y a d'autres directives, il y a d'autres organisations, mais certifications renommées qui peuvent être vos références, qui ne sont pas très onéreuses, mais que vous pouvez vraiment avoir recours. Et même si vous n'êtes pas certifié, vous avez toujours la possibilité de dire, voilà, la conception de mon logiciel, la conception de mon application respecte tel type de normes ou autre, sans pour autant que vous soyez formellement certifié. Et donc ici, je vous donnerai une autre référence de l'autorité de la protection des données à caractère personnel en France, qui a mis en place une sorte de questionnement pour les développeurs, mais aussi pour les concepteurs des applications. C'est des questions, en fait, ça veut dire que vous vous posez à chaque étape du développement. Donc, dès la conception, l'entraînement, et comment dirais-je, l'application, oui, voilà, et voilà, la production, c'était ça le mot que je cherchais. Et donc, pendant toutes ces différentes étapes, en fait, il y a différentes questions clés auxquelles vous devez, en tant que développeur ou concepteur, se poser pour vous aider à concevoir une sorte d'application, mais aussi des logiciels dites éthiques. Voilà. Et donc, pour garantir toutes ces conformités aux législations, mais aussi vos certifications, les certifications, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même une sorte de... Et c'est des choses qu'on constate ici chez moi, c'est que les personnes ne se posent pas la question si l'application respecte tel type de législation, mais font attention quand même à ce que vous communiquez. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous dites, voilà, si vous avez utilisé mon application, sachez que vos données sont traitées de manière, sont en sécurité. Voilà, des choses comme ça. Mais ne le dites pas sans pour autant mettre en mesure ou mettre en place des mesures de sécurité qui sont aussi adaptées. Voilà. Et donc, et ça m'amène à notre point
auxquelles vous allez être confronté, du moins dans la situation africaine, c'est la disponibilité et la qualité des données que vous allez devoir récolter. Parce qu'ici, en fait, si je ne me trompe pas, il est même relativement difficile d'avoir accès à différentes données, mais aussi des données volumineuses, mais de haute qualité. Donc, ça dit que vos applications nécessitent que les données que vous récoltez soient quand même représentatives pour entraîner vos modèles, mais aussi qui ne discriminent pas les personnes qui n'ont pas tout de suite accès au numérique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, voilà, qui ont un GSM, qui ont un PC, mais pas nécessairement accès à Internet, ou qui ne pourront peut-être pas avoir accès à votre application par question d'inaccessibilité de l'application en question. Et donc ici, ça, je pense que c'est un des défis auxquels vous allez être confrontés. Donc, gardez en tête, est-ce que pour le but pour lequel je prévois d'allouer mon application, mon logiciel et autres, je tiens compte du contexte socio-économique de la situation dans laquelle l'application va être développée ou produite. Et donc ici, c'est aussi les questions par rapport aux données et les modèles que vous utilisez vous récolter. Donc ici, qui vont être servis sur tout ce qui est l'apprentissage et ainsi de suite. Donc là, de devoir chaque fois identifier, hein, c'est ce que je mets, les erreurs, y remédier, les évaluer régulièrement et tout au long du processus. J'ai mis du processus de développement, mais pas uniquement du développement. Donc, ça veut dire que vous allez devoir suivre votre bébé. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez arrivé au bout de la conception, à moins que vous vous défaisiez de vos droits d'auteur en vendant votre application et autres, mais vous allez devoir quand même, enfin si c'est pas le cas, ben, vous allez devoir le suivre jusqu'au bout. Et donc là, c'est-à-dire que s'il y a des erreurs, s'il y a des défauts qui sont manifestes, de l'améliorer et ainsi de suite. Et alors, l'autre point, c'est l'interprétabilité des modèles. Donc ici, enfin, c'est pas des choses que je vais m'attarder beaucoup, parce que je pense que vous en avez déjà certainement parlé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est un des points quand même qui est important et où il est essentiel, mais c'est ce que j'avais mis au départ, de pouvoir expliquer, de pouvoir faire comprendre dans un langage relativement clair ce que fait votre IA, comment est conçu votre algorithme ou des choses comme ça. Donc la transparence et l'auditabilité. Donc ça veut dire qu'il faut que si une personne externe devait examiner, auditer votre logiciel, votre application, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir comprendre le fonctionnement, la manière dont ça a été codé, la manière dont ça a été écrit, la manière dont il évolue. Il est clair que pour le machine learning, parfois, il est toujours difficile d'expliquer la manière dont ça évolue parce qu'il n'y a pas toujours la moyen de pouvoir l'expliquer clairement. Et donc, une documentation de comment on est arrivé jusqu'à au point A au point B, ben, c'est toujours utile lorsque vous concevez vos applications et autres. Et alors ici, ben, évolutivité et adaptabilité, donc ça sous-entend que l'application ne va pas être toujours dans le même contexte, toujours dans le même environnement. Ben, voilà, c'est comme ça que je peux l'exprimer ainsi. Et donc, soyez prévoyant qu'il y aura des changements, des adaptations à faire, et donc la gestion des changements, des mises à jour vont certainement être fréquentes. Mais donc, anticiper ce type de, comment dirais-je, évolution, à partir du moment où vous concevez votre projet, de dire, voilà, OK, comment je peux l'exprimer le plus facilement possible. Donc, c'est-à-dire que le jour J, le jour 0, vous avez une idée de concevoir votre application, mais le jour 1, mais il y a une modification, il y a une adaptation, il y a une nouvelle législation qui arrive. Mais donc, veillez à en tenir compte, gardez, veillez. Donc, ayez toujours un œil sur la législation, l'environnement économique, les besoins. Est-ce que les besoins que j'avais identifiés au départ
sont toujours les mêmes à la fin de la conception du modèle ou de l'application en tant que telle. Donc, c'est des questions-là qu'il faut toujours se poser de manière régulière au moment où vous êtes en train de concevoir votre application, parce qu'à un moment ou à un autre, vous pourrez répondre à un besoin au jour zéro, mais qui ne sera peut-être plus identique ou de la même façon au jour où vous arrivez au bout du développement de l'application. Voilà. Euh, Et alors ici, de nouveau, donc la confidentialité, la protection des données est relativement essentielle. Donc ici, je ne m'attends pas là-dessus, mais donc protection, mesures de sécurité relativement importantes dès le développement de vos applications est incompétent. Et donc les compétences et l'expertise, donc ça sous-entend que ne mettez pas n'importe qui à la gestion ou à l'évaluation de vos logiciels, de vos applications. Assurez-vous que les personnes à qui vous allez confier la gestion quotidienne ou la gestion quotidienne ou de sécurité disposent des compétences nécessaires pour assurer la sécurité, mais aussi apportent la garantie que les données que vous récoltez sont gérées en bon père de famille. Voilà. Et alors la dernière, mais c'est tout ce que je dis jusqu'à maintenant, c'est donc la responsabilité, c'est de toujours surveiller, écouter le retour des utilisateurs, adapter, modifier, mettre à jour, informer, et le plus important, c'est documenter vos systèmes IA pour qu'ils soient compréhensibles pour tant vos collaborateurs hein, qui vont l'être, mais aussi pour les utilisateurs qui pourraient avoir des questions, on dire voilà, ok, très bien, vous mettez à notre disposition un service, mais comment est-ce que ça fonctionne? J'aimerais comprendre parce que moi là, je suis curieux, tout ça. Et donc, comme ça, vous êtes en mesure de pouvoir l'expliquer de manière vulgarisée, si je peux utiliser le mot comme ça. Et donc, voilà. Les bonnes pratiques, mais ça, j'ai mis ça juste pour vous. Après, je pourrais vous envoyer le PowerPoint par la suite. Donc, c'est vraiment la première chose qui garantira la réussite de vos applications, mais aussi vos logiciels, c'est la qualité des données que vous allez récolter, la validation et l'amélioration continue de vos projets. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le besoin que vous identifiez aujourd'hui, tel que vous l'avez identifié aujourd'hui, ne sera peut-être pas de la même façon ou dans le même état à la fin de la conception de votre application. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut toujours évaluer régulièrement les performances, que ce soit du modèle de prédiction, mais aussi, enfin, donc ici, j'avais fait référence à, c'était un des projets qui avait pour objectif de prédire, je ne sais plus c'était quoi, mais donc, la manière de pouvoir prédire un résultat final peut être très différente aujourd'hui à demain. Donc, c'est ces points-là qui sont essentiels. Donc, validation et amélioration continue. Et alors, un autre point, c'était, donc toujours, j'insiste vraiment là-dessus, c'est la sécurité des données, que ce soit des données personnelles ou que ce soit les autres données. Assurez-vous que les personnes qui auront accès à ces données-là, même si ce n'est pas votre rôle, mais au moins ayez les garanties que les personnes auxquelles vous allez confier votre application apportent les garanties nécessaires, qu'il n'y a pas des accès non autorisés, des utilisations abusives, mais que votre application ne servira pas à d'autres fins que pour celui pour lequel vous l'avez conçu. Et alors ici, avant d'arriver à quelques exemples des IA que je voulais illustrer avec vous. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vais juste voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non? Il y a une question dans le chat. Dans le chat, ok. Bon, je vais regarder le chat alors. Donc c'est parfait, ok. Dans votre rubrique éthique, certains algorithmes d'intelligence artificielle qui se basent sur les données d'entraînement collectées d'anciens d'état de fonctionnement, oui, peuvent construire. Oui. Exemple hein, qui se base sur les anciens profils. Tout à fait d'accord. Oui. Mais justement, mais ça c'est. Mais alors c'est quoi la question? Parce que ça c'est un constat et je suis d'accord avec ça. Hein. Donc ça tout à fait d'accord avec ça.
Et d'ailleurs, c'était mon prochain point auquel je voulais vous exposer. Mais donc, si c'était juste ça, donc là, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le point de dire la récolte des données, enfin, le fonctionnement de vos applications dépendra de la qualité des données que vous allez utiliser, que les dispositifs vont récolter. Et ça, c'est le défi auquel vous allez être confronté. Et donc ici, je prends l'exemple qui est juste en bas. Je ne vais plus mettre en totalité, comme ça, je peux voir tout le monde. Donc ici, j'ai pris l'exemple aux États-Unis. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc il y a un logiciel qui a été conçu pour aider les juges à prendre des décisions qui produisent des effets juridiques à l'encontre des personnes. Mais on s'est rendu compte que bon, en fait, ici, donc, le pourquoi de ce logiciel-là, comme ça, je vous mets le contexte en même temps, c'était que les personnes étaient déjà condamnées, étaient déjà en prison, mais que donc ils voulaient avoir les aménagements de peine. Et donc ici, c'est de revoir si on peut réduire la durée de la peine ou la durée de séjour en prison. Et donc ici, puisqu'il y a un nombre important de prisonniers aux États-Unis, que les juges sont quand même submergés par rapport à tout ça, donc ils avaient quelque part mis en place un logiciel qui allait les aider à automatiquement identifier les personnes qui méritent comment dirais-je, qui méritent de voir leur peine réduite. Et donc, cette application-là, quelque part, les aider à dire, voilà, OK, telle type de personne mérite à ce que sa peine soit réduite, telle personne mérite que, en fait, doit rester en prison. Et on s'est rendu compte en faisant une enquête, donc c'est une enquête qui a été réalisée par Numérama, donc c'est un des journaux renommés dans l'IA aux États-Unis, qui disait, en fait, on s'est rendu compte que les critères d'évaluation des personnes qui mériteraient ou non de voir leur peine réduite étaient racistes. Donc c'est le mot, hein, c'est le mot exact, à savoir que lorsque c'était une personne noire pour lequel le dossier est examiné pour voir si sa peine devait être réduite ou pas, le logiciel disait qu'il y avait un risque de récidive de la personne, juste parce que la personne est noire. Vous voyez ça? Mais donc, lorsqu'il s'agissait d'une personne blanche, ben, en fait, le logiciel disait ben, il y a un risque moindre, donc il y a moins de risques que cette personne récidive. Et donc, il peut bénéficier d'une réduction des peines. Et ça a continué pendant pas mal de temps, jusqu'au moment où les organismes de protection des prisonniers et autres tirent la sonnette d'alarme et que donc cette application-là ne soit plus quelque part utilisée pour les réductions des peines. Un autre exemple, c'est, je vais voir si je peux le mettre en gras comme ça. Voilà, donc c'est un dispositif qui donc, qui est doté d'une intelligence artificielle, qui aidait le gouvernement hollandais, donc c'est aux Pays-Bas, à octroyer des allocations familiales. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était que lorsque les personnes introduisaient leur demande pour bénéficier des allocations familiales, donc ils devaient entrer les noms, les prénoms, les dates de naissance, les lieux de naissance, donc pas la nationalité uniquement. Et quel faisait le système IA avant que l'agent ne statuait sur le dossier? En fait, le logiciel ressortait le résultat en disant que voilà, il y a un risque de fraude pour tel type de personne parce que le nom, c'est Mamadou, c'est Mohamed, c'est à consonance africaine. Et lorsqu'il s'agissait des noms hollandaises et autres, et ainsi de suite, ben, il n'y avait pas de suspicion de fraude. Et donc là, on s'est rendu compte qu'en fait, les critères qui étaient, ou les informations la manière dont l'IA avait été, ou l'algorithme avait été écrit, récolter des données de telle sorte qu'il était, comment dirais-je, discriminant, mais en même temps ben, raciste, si je peux m'exprimer ainsi, vis-à-vis des personnes d'origine ou qui ont des noms d'origine étrangère par rapport à ceux qui
qui avaient des noms à consonance hollandaise et tout ça, ainsi de suite. Et alors, j'ai une question pour tout le monde. Et alors, la réponse, vous pouvez me la mettre dans le chat. Je vais faire ça comme ça. Et je vais voir. Oui, ok, ça, je peux le faire comme ça. Très bien. Alors, je vais arrêter le partage pour l'instant. Et alors, ma question, elle est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez de du chat GPT? Est-ce que vous estimez que c'est une application ou un outil doté d'une intelligence artificielle qui est responsable, éthique et, comment dirais-je, qui n'est pas discriminant? Voilà. Donc, c'est oui, non, oui, non. Voilà. Donc, si vous pouvez dire discriminant ou éthique ou responsable. Vous pouvez écrire dans le chat, hein, donc ça va. Discriminant, oui. Et si vous pouvez donner le pourquoi, ça m'intéresserait aussi. Discriminant. Ok. Et alors, l'autre question, c'est est-ce que vous pensez que ChatGPT est responsable ou pas? Pas responsable, ok, très bien. Ok. Ok, le temps que je vous laisse réagir là-dessus, je vais juste conclure avec tout ça et ensuite après on pourra échanger. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est vraiment de dire dès le début de votre idée de logiciel, donc vous avez déjà le projet qui est là, hein, donc vous avez le but pour lequel vous avez envie de mettre en place ce que vous souhaitez construire comme application et autres. Ayez en tête, pas seulement en tête, mais documentez les différentes étapes de votre développement. Donc, c'est-à-dire, dès le moment où vous commencez à écrire votre algorithme, euh, comment décrivez votre raisonnement, le pourquoi et comment. Est-ce que la manière dont les données vont être récoltées respecte et n'est pas intrusive dans la vie privée des personnes ou des utilisateurs qui vont devoir avoir recours à votre application et autres. Inclusive, ça sous-entend n'oublier personne. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas que des personnes ayant une voiture qui utilisent le même chemin. Il y a ceux qui marchent, il y a des marcheurs, il y a des qui sont à pied, il y en a d'autres qui sont à vélo, il y en a d'autres qui utilisent d'autres moyens de comment dirais-je, de voyager, de se déplacer et autres. Euh, Tenez compte de toutes ces personnes-là. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a d'autres types de personnes, il y a des handicapés, il y a des personnes qui ne savent pas lire, il y a des personnes qui ne savent pas écrire. Mais donc, toutes ces personnes-là auront certainement besoin de votre application ou vont devoir utiliser votre application, mais comment alors faciliter leur accès. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que ces personnes-là pourront avoir accès à ce type d'application? Donc, vous savez que aujourd'hui, il y a des PC qui sont prévus pour les personnes malvoyantes, par exemple. Il y a des PC qui sont prévus pour les personnes malentendantes, par exemple, ou des choses comme ça. Mais aussi pour les déplacements. Donc, il y a, par exemple, pour les transports. Euh, pour les bus ici, par exemple, lorsque il y a quelqu'un qui se déplace comment dirais-je, en chaise roulante, mais il y a comment dirais-je, le bus s'affaisse pour qu'ils puissent entrer, tout ça, ainsi de suite. Mais donc, tous ces personnes-là se déplacent et pourront peut-être avoir besoin de vos applications pour d'autres fins auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé. Donc, considérez tout ça, faites une analyse d'impact, examinez l'environnement socio-économique de là où vous avez envie de développer, déployer votre application et ça vous permettra d'avoir une application qui répond clairement aux besoins auxquels vous avez envie de répondre. Mais donc, je vais relire toutes les réponses qui sont dans le chat.
Alors, donc c'est discriminant, 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 pas responsable, discriminant. Mais je pense qu'ils essaient de l'être, oui. Discriminant car accès n'est pas permis à tous. Ah, c'est pas accessible aux pays africains. Ça, je savais pas. Alors, je pense que c'est très discriminant parce qu'un simple test a été fait et on demande à ChatGPT de représenter les pays comme avec des visages et il a donné une apparence animale. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ça, c'est vrai. Et oui, il y a pas mal de tests qu'on a fait ici également par rapport à tout ça et oui, il y a pas mal de choses qui sortent à ce niveau-là. Et alors, c'est un modèle génératif qui contient plusieurs biais cognitifs, oui, plus de 100, et qui a mieux servir chaque jour, tout à fait. Et je pense que la responsabilité de un compte par l'utilisateur qui utilise. Ah, ça s'est discuté. Mais donc, très bien, c'est bien que je lise tout ça, parce que, donc, ChatGPT est un outil excitant, dynamique, qui voilà, tout le monde s'intéresse parce que voilà, on pose une question et on a toute une réponse et qu'elle soit bonne, mauvaise, correcte ou pas correcte, on a quand même une réponse. Mais donc ici, on sait que les données qui sont récoltées s'arrêtent à 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022, je ne sais plus. Euh, et discriminant ou pas, donc ici je vais commencer par oui voilà 2021, merci. Mais donc responsable, c'est que les premières versions de ChatGPT en fait étaient très irresponsables. Le pourquoi, c'est que dans les conditions générales d'utilisation, en fait, ils ne limitaient pas l'âge d'utilisation des personnes. À savoir que moi, si j'ai 60 ans, 5 ans 10 ans, 12 ans, 15 ans, je pouvais poser n'importe quelle question et j'aurais une réponse. Et je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais donc, je suis un enfant, je suis curieux, j'ai envie de savoir comment dirais-je, on fabrique une arme, on fabrique une bombe, ben, je pourrais poser la question, ChatGPT ne fera pas de différence entre un adulte et un enfant qui pose la question, il me donnera toutes les réponses. Et donc, ça, c'était une des questions sur lesquelles il était discuté, et que donc, dans les autres versions, enfin, les concepteurs du logiciel en question ont remédié. Un autre point, c'était aussi par rapport au fait que il ne respecte pas ou du moins qu'il ne tient pas compte du fait que les utilisateurs sont mineurs ou majeurs. Et donc ici, par exemple, en Italie, ChatGPT avait à un moment donné été bloqué et même voire interdit sur le territoire, à moins qu'il ne corrige ce défaut-là. Et donc ici, pour vous faire, le but ici, c'est vraiment pour illustrer le fait que posez-vous les bonnes questions. Donc ne dites pas mon application est aboutie, mon application est réussie, mon application est parfaite. Non. Donc, c'est-à-dire que pour le but pour lequel vous allez euh, euh, le développer, c'est très louable, mais alors tenez compte aussi des utilisateurs. Est-ce qu'il il sera accessible à tout le monde? Quelles sont les conditions d'utilisation, les conditions générales d'utilisation et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est des questions auxquelles il faut se poser au préalable. Donc, c'est-à-dire que si les concepteurs de ChatGPT ne s'étaient pas posé ces questions-là, de dire, voilà, un mineur est quand même capable de poser la question de dire comment on fabrique une arme et pouvoir le fabriquer lui-même avec une imprimante 3D facilement, sans problème. Et donc ici, c'est une des questions de sécurité, hein, donc pas seulement de la protection des données que vous récoltez, mais aussi pour la sécurité de ceux qui vont l'utiliser. Ça va? Et alors ici, discriminant, oui, c'est-à-dire il a beaucoup de défauts. Et donc ici, Chris Harper a bien donné des, un exemple. Voilà, c'était ça. Discriminant car l'accès n'est pas permis à tous. Oui, ça c'est vrai. Euh, oui, ok, très bien. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis arrivé au terme de ce que j'avais pour vous. J'ai un petit peu débordé parce que voilà, on me disait que j'avais la liberté de prendre plus de temps. Mais donc, si vous avez des questions, c'est maintenant et j'y répondrai volontiers. Oui, Chris. Chris, oui, oui, oui. Vas-y. Je ne sais pas si on peut enlever ton micro pour que. Voilà. Ah bonjour, bonjour à tous.
Vous Moi, je m'écoutez? Ok. Moi, ma question, en fait, je travaille sur le projet de signalisation intelligente. le projet comment? Je travaille sur le projet de feu de signalisation intelligente. Mhm. D'accord. Et voilà, dans l'aspect éthique que vous avez énoncé, vous avez précisé que on devait demander l'accord à chaque fois des utilisateurs. Or, il s'agit là par exemple, récolter les données sur les numéros d'immatriculation des voitures, récolter les données sur la vitesse, peut-être aussi les itinéraires, vu que les feux de signalisation vont échanger les informations entre eux pour définir, par exemple, la route la plus libre, la route la moins libre, etc. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, on a nécessairement besoin de demander l'avis des usagers de la route, par exemple? Parce que enfin, ce sont des données qui sont toujours disponibles. N'importe qui peut avoir la plaque d'immatriculation de n'importe quel véhicule. Donc, moi, je me demandais si là, ça pose vraiment un problème éthique de collecter les données relatives aux véhicules, la vitesse, ce genre d'informations. Ok, ok, très bien. Mais donc, pour répondre à la question, non. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en fait, il y a d'autres obligations auxquelles vous allez devoir répondre. Donc, avoir accès aux données des immatriculations des véhicules, vous allez devoir avoir besoin des autorisations des autorités. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'autorité compétente, donc les ministères qui gèrent tout ce qui est les routes ou la sécurité routière ou la circulation, vous autorise à avoir accès à ces données-là. Et donc là, c'est d'autres autorisations que vous allez devoir obtenir. Et en obtenant ces autorisations, comment dirais-je, ça vous dispense du fait d'obtenir ou de devoir récolter un consentement ou un accord de chaque utilisateur ou de chaque personne qui va communiquer sa plaque d'immatriculation. Donc, pour avoir déjà, vous ne pouvez pas juste comme ça mettre une application sur la route et commencer à récolter les plaques d'immatriculation comme ça. C'est illégal. En tout cas, en Belgique, si vous faites ça, ben là, on vous arrête tout de suite et puis voilà. Mais donc ici, je présume que c'est aussi le cas pour le Cameroun, c'est euh, pour récolter ce type de données-là, il faut avoir des autorisations nécessaires. Et là, je pense que c'est auprès du ministère qui gère tout ce qui est euh, l'immatriculation, hein, c'est ça, les mises en circulation et tout ça, ainsi de suite, auxquelles il faut demander l'autorisation. Parce que je présume que c'est avec eux que vous allez devoir travailler par rapport à tout ça pour un petit peu répondre, parce qu'ici, donc, vous allez répondre à une sorte d'intérêt, enfin, un point d'intérêt général, donc c'est un besoin, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe sur la route, on a besoin des données des personnes qui fréquentent le chemin, mais pour y avoir accès, mais il faudra collaborer alors avec l'administration publique qui est compétent par rapport à tout ça. Et donc, le fait que la personne euh, a, comment dire, a obtenu sa plaque, en fait, il a des droits, mais aussi des devoirs. Et un des devoirs, c'est de communiquer ses données personnelles. Et ces données-là personnelles, il sait bien que ce sera pour pouvoir correctement l'identifier, identifier le véhicule qu'il utilise. Et à ce moment-là, il donne son consentement que ces données-là soient traitées pour vérifier ou contrôler son véhicule, quel que soit l'état de roulage ou autre. Et vous, quand vous allez apporter votre application vis-à-vis du trafic qui transite sur le chemin en question, en obtenant les autorisations de l'administration en tant que telle, c'est l'administration même qui va communiquer à l'utilisateur en disant voilà, aujourd'hui, on va mettre en place un nouveau service pour tel but et si vous avez besoin d'avoir plus d'informations par rapport à tout cela, vous pouvez faire la demande, introduire votre demande via tel type de canal. Et si vous vous opposez à ce que ce service-là vous soit soumis, veuillez vous notifier tout cela. Et donc, tout cela vous dispense de devoir contacter chaque utilisateur parce que sinon, c'est impossible. Donc, ça, ce serait énorme. Ouais, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, j'ai Justin. Oui, vas-y, Justin.
Oui, bonjour encore une fois de plus et merci hein, pour cet exposé qui est très édifiant. Voilà, donc Avec plaisir. Merci. ouais, je suis un peu dans le staff d'organisation, mais voilà, je travaille également sur les thématiques de mobilité, hein, mobilité intelligente. Mhm. Et en ce moment, nous travaillons sur un projet hein, pour l'amélioration, par exemple, ou à la prédiction, si vous voulez, du trafic routier et dans le contexte des pays en voie de développement. Mais le problème, c'est que nous allons travailler, par exemple, sur des données qui sont des données réelles, des données qui proviennent des sources, on va dire quoi, d'entreprises qui font, par exemple, dans le track des véhicules. Et ces données seront anonymisées. Ça veut dire, voilà, qu'à un moment donné, on va collecter les données, ils vont collecter les données et puis on va anonymiser les données. Bon, la deuxième source de données auquel nous prospectons également était celle des opérateurs de téléphonie, mais également toujours en anonymisant les données. Alors, d'après votre expertise, est-ce que vous croyez vraiment que ces données que nous allons collecter et ou alors que nous allons obtenir, voilà, anonymisées, pourront-elles être soumises à des problèmes d'éthique? Donc, si vous récoltez des données déjà anonymisées, donc il Oui, faut pas que, donc si l'opérateur téléphonique vous communique des données anonymisées, le consentement, la législation et autres ne s'appliquent pas du tout. Donc, ok, en fait, les législations, enfin, par exemple, si on parle des données à caractère personnel, s'appliquent dès le moment où on est en mesure de pouvoir, de manière raisonnable, identifier une personne. Et donc, si vous avez des données anonymisées telles que nous, on définit ça en Europe, alors là, l'application ne s'applique pas. Mais par contre, si avec les données anonymisées que vous recevez, vous savez remonter vers les personnes, alors là, oui, la législation s'applique. Ouais, ok, voilà. ok. Uh-huh. Et peut-être pour apporter une contribution pour les jeunes là dans le projet. Mhm. Alors comme leurs projets sont, on va dire quoi, caractère à participer à l'amélioration, entre guillemets, des conditions de vie des populations dans les villes, bon, Mhm. ouais, c'est clair, comme vous avez dit tout à l'heure, ils vont devoir travailler en collaboration, par exemple, avec la communauté urbaine, avec les mairies. Hein, Oui, voilà. oui, oui, Bon, alors, oui. à ce moment-là, la responsabilité incombe à qui? Est-ce qu'elle incombe à la mairie? Est-ce qu'elle incombe à la communauté? Ou bien elle incombe à l'équipe de développement? Ça, c'est une bonne question. Et donc, ben, ici aussi, donc c'est des nouvelles matières, Ouais. donc l'IA. Et alors, le cadre juridique est encore assez, comment dirais-je, assez prémisse. Et donc, ici, on a quelque part la liberté de pouvoir soit prendre la responsabilité ou se décharger des responsabilités. Donc, c'est-à-dire qu'ici, le concepteur ou le développeur de l'application peut se dire, moi, je développe quelque chose que vous m'avez demandé, moi, je développe quelque chose pour vous permettre de rendre un tel service, mais les conséquences ou les dommages que cela va causer incombent à celui qui va mettre à disposition des utilisateurs. Donc, dans le cas des mairies ou des choses comme ça, mais ça se conclut dans des contrats. Donc, c'est vraiment qu'il faut que ce soit écrit quelque part. Donc, c'est-à-dire, moi, je conçois, j'ai examiné, je documente, voilà les défauts. D'après les entraînements que j'ai fait de mon modèle et tout ça, ainsi de suite, j'ai remédié à tous les défauts que j'ai pu identifier, mais ça ne veut pas dire pour autant que le risque est de zéro. Et donc, lorsque vous allez le mettre dans les mains des utilisateurs, sachez qu'il y a toujours un risque. Et ce risque-là, moi, je ne le prends pas à ma charge, mais je m'assure de pouvoir y remédier avec vous si vous l'identifiez. Et donc là, vraiment, ce qu'on fait ici, c'est que on conseille toujours aux entreprises de dire euh, vous pouvez concevoir un logiciel, vous pouvez concevoir une application, mais donc, comme j'ai dit, il y a les conditions d'utilisation générale, les conditions générales d'utilisation qui explicitent clairement les responsabilités. On nous dit voilà, OK, je mets à disposition l'application. Si tu ne fais pas la mise à jour que je te demande de faire aujourd'hui, sache que s'il y a une violation de sécurité de tes données, je ne suis pas responsable. Tu n'as pas fait les choses correctement. Mais là, il y a un audit, des choses comme ça qui peuvent se faire. Et avec les services publics,
parce que normalement, les services publics ont la responsabilité de protéger leurs habitants, tous ceux qui sont sur leur territoire. Et donc, c'est leur responsabilité première. Donc, à partir du moment où ils acceptent de faire un partenariat avec un service ou une entreprise technologique, numérique, par rapport à un service numérique, ils prennent la responsabilité de dire, OK, on va mettre cela sur notre territoire, mais si leur partage de responsabilités n'est pas défini entre les parties, la mairie ou la commune ou le pays peut toujours se retourner contre l'entreprise en disant, voilà, non, vous ne m'avez pas informé de tous les risques auxquels je m'exposais en mettant en service ce dispositif auprès de mes habitants. Ou alors, l'entreprise peut de nouveau dire, voilà, la responsabilité est de vôtre, mais je suis disposé à mettre à jour, corriger les erreurs lorsqu'on les constate. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que ça se joue toujours, et c'est toujours dans le cadre d'un contrat écrit et pas des accords oraux ou des choses comme ça. Ok, d'accord. Ok, merci. Ouais. Avec plaisir. Alors, j'ai Yves Jonathan. Oui, Oui, merci. Bonjour à tous. bonjour. J'ai bien suivi votre exposé et j'ai envie de vous poser la question si le système Google que nous avons aujourd'hui est à se méfier vis-à-vis de la protection de la vie privée. Parce que désormais, avec nos terminaux, les smartphones et autres que nous traînons avec nous, beaucoup d'utilisateurs ne maîtrisent pas leur configuration. Et on s'est déjà rendu compte que peut-être en une journée, Google est en mesure de tracer tous vos mouvements que vous avez réalisés, par où vous êtes passé, restaurants, bars et autres, marchés et autres. Est-ce que Google, quand Google récolte toutes ces informations-là, est-ce que nous devons nous méfier vis-à-vis des considérations éthiques? Puisqu'on on ne sait pas de quoi Google fait de ces données. Merci. Se méfier, ça dépend. Donc, je vais me placer sur les deux côtés. Donc, je vais faire l'avocat du diable et en même temps le diable. Comment dirais-je? En fait, la vie ou il faut savoir que les données personnelles ont une valeur. Donc ça, moi, je l'apprends en personne. C'est que euh, Google offre des services, donc à savoir comment vous déplacer, le GPS, quel type de restaurant qui a des meilleures notes, ils ont des bons plats ou des choses comme ça. Vous voulez arriver à telle destination à telle heure, voilà quel chemin qu'il faut emprunter. Mais contrepartie, c'est de pouvoir récolter les données. Mais ces données-là, à quoi ça sert? Donc, ça veut dire que ça permet à Google comme pour Facebook d'ailleurs, c'est la même chose, de pouvoir marchander. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils améliorent leur système grâce aux données personnelles que tout le monde leur communique. Donc, c'est-à-dire, j'ai un calendrier gratuit qui fonctionne correctement. Je peux communiquer avec vous sans problème, sans que j'ai à payer quoi que ce soit. Mais en contrepartie, tout ce qui se dit ici, tout ce qui se fait ici, tout ce qui est écrit ici est récolté. Mais à quoi est-ce que tout ça va servir? En fait, ça va permettre à Google de tirer un modèle des habitudes, des activités, du contenu, des échanges, des besoins. Et qu'est-ce que lui, il va faire? Il va dire, ah, OK, au Cameroun, il se passe quelque chose au niveau de l'IA, à tel endroit, à tel moment, voilà le sujet qui s'est discuté. Et je pense que j'ai une entreprise, ou moi-même, qui va prendre de l'argent, je vais investir là, et ça restera sur mon nom. J'ai le contrôle là-dessus, et ceux qui veulent développer des outils indépendants n'auront pas les moyens pour le faire ou comment dirais-je, d'être en compétition avec moi-même parce que moi j'ai des meilleurs moyens comparé aux petits. Ou alors, il y a quelqu'un d'intelligent qui a développé une application ou un logiciel qui m'intéresse dans cette université-là, je veux lui proposer de l'argent, mais l'argent qui n'est pas à la hauteur ou à la valeur du marché. Je veux lui proposer moindre parce que l'environnement ou la situation socio-économique dans laquelle la personne qui a conçu ce modèle, ce logiciel ou cette application
lui permet de considérer que 100 000 euros, par exemple, c'est un montant important, alors que j'aurais pu lui proposer 1 milliard ou quelque chose ou autre, je rêve, si j'étais en Europe ou en Asie ou des choses comme ça. Et donc, Google, c'est bien parce qu'on a des outils gratuits. De l'autre côté, on n'a pas la maîtrise de toutes les informations qu'ils récoltent, parce que c'est-à-dire que ici, tout ce qui est récolté ici aujourd'hui, ben, se retrouve aux États-Unis, et alors aux États-Unis, ils en font ce qu'ils veulent, donc ils ne sont pas soumis à la même législation que ce qui se passe en Europe. Il y a encore moins en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de législation assez poussée dans tous les pays. Par exemple, le Rwanda ou d'autres pays ont quand même poussé tout ce qui est protection des données. Et là, ils peuvent, par exemple, agir et répondre et défendre les utilisateurs, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. Donc, je dirais, il ne faut pas se méfier, mais soyez conscient de ce que vous mettez dedans. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez votre nom et prénom, votre carte de banque, votre adresse, que vous sachiez que voilà, c'est pas si grave que ça. Ou alors, si vous avez plusieurs choses qui s'y figurent là-dessus, mais ayez plusieurs mots de passe ou des choses comme ça, ainsi de suite, pour que vous ne soyez pas exposé à tout bouchon. Voilà. Si je peux répondre, je ne sais pas si je réponds bien à la question comme ça. C'est bon, merci. Merci. Ok, avec plaisir. Voilà. Alors, d'autres questions? Oui, il y a Chris qui dit un mot. Vas-y, Chris. Oui, oui. Oh, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, Chris. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Alors, ma question, c'est la suivante. Tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet de ChatGPT dans votre présentation. Et justement, j'ai évoqué l'aspect, étant donné que j'ai l'habitude de travailler sur les réseaux sociaux avec des intelligences artificielles toutes faites, on se rend compte, par exemple, que ChatGPT s'appuie sur des données qui existent déjà sur Google, par exemple. Donc, il va se servir des images d'artistes qui possèdent des copyrights, donc des droits d'auteur. Quand tu télécharges une image comme ça sur Google, il est bien précisé que vous ne devez pas utiliser cette image à des fins personnelles. Sauf que ChatGPT le fait, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que, justement, l'aspect, c'est la faute des créateurs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça? Ok. Merci. Oui, donc ici on entre dans tout ce qui est droit d'auteur et c'est très délicat. Et alors c'est un sujet qui est comment dirais-je, qui est propre à chaque sensibilité de pays. Normalement, donc il y a aussi tout ce qu'on appelle les licences de protection avec pour les open source passants où on protège une partie, on partage ou alors il y a des données ou des photos qui sont de libre accès, on peut utiliser comme on entend. Et ceux qui sont protégés par les droits d'auteur, en principe, on ne peut pas les utiliser sans l'autorisation de celui qui détient les droits d'auteur. Ça, c'est la règle générale. Mais alors, ce qui se passe, c'est que je peux me retrouver ici en Belgique, vous pouvez vous retrouver au Cameroun et télécharger une photo de moi pour l'utiliser pour autre chose. Mais je ne vous ai pas donné l'autorisation. Et pourtant, c'est soumis aux droits d'auteur. Alors, les moyens que moi je vais mettre en place ou que je vais devoir développer, mobiliser pour m'opposer à ce que vous êtes en train de faire, sont plus que disproportionnés. Donc, je vais devoir acheter un billet d'avion, arriver sur place et me dire, voilà, OK, je m'oppose à ça et je dois me plaindre auprès des tribunaux du Cameroun parce que l'infraction a eu lieu au Cameroun. Donc, en fait, c'est une question de, comment dirais-je, de proportionnalité. On peut le faire, c'est toléré, jusqu'à un certain point. Donc, ça dit que les GAFAM, hein, donc c'est les gros Google, Facebook, tous ces Amazon et tout ça, ont les moyens de pouvoir lutter contre les copyrights, enfin, ceux qui violent les droits d'auteur. Donc, ça ils ont les moyens de pouvoir faire ça. Mais les personnes comme nous, tout petits, tout ça, ainsi de suite,
Si on souhaitait faire respecter nos droits, ce serait encore plus compliqué. Et donc là, oui, on a les droits, on peut toujours le faire savoir comme on veut. Mais pour les défenses, les défenses, tout ça, c'est toujours, ça se discute. Donc, ChatGPT peut tout faire parce qu'il y a les moyens de pouvoir se défendre. Et si on le poursuit en justice, par exemple, parce qu'il y a des violations des droits d'auteur, il va juste dire quoi? Je m'excuse, je vais l'enlever, je vais l'effacer, hop, il est là. Et puis, ça, on va dire qu'il a déjà utilisé une semaine, donc le message est déjà passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quelque part, c'est comme, je ne sais plus comment on appelle un chat qui mange sa queue ou des choses comme ça. Et donc, ça tourne en rond et ça ne marche pas. Mais donc, c'est vraiment une histoire du territoire. Si ça se passe au Cameroun, ce sera beaucoup plus simple à défendre. Mais si c'est un droit qui est violé hors Cameroun, ce sera compliqué à défendre. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si. Est-ce qu'il y a des questions les autres équipes? C'était tellement clair que vous voyez comment aborder le sujet dans vos différents projets. Donc après, je vais mettre mon lien de LinkedIn pour ceux qui auraient des questions par après ou beaucoup plus précis sur leur projet. Et ils peuvent poser des questions parce qu'ici, j'aurais voulu personnaliser pour chaque projet ce qui était nécessaire, mais j'ai vu que ça prendrait quand même plus du temps qui m'était imparti. Donc, avec plaisir, si vous avez des questions par après sur vos projets, j'y répondrai. Je ne veux pas vous demander de payer quoi que ce soit, ça va? Donc, ce sera gratuit. Merci beaucoup. Et voilà, ça va. Donc, comme ça c'est clair. Je vais le mettre tout de suite, comme ça, c'est clair. Super. Bon, merci beaucoup. C'était très, très intéressant la présentation. C'était très, très intéressant. Merci. Et voilà, tu vas mettre ici. Et je mets dans les chats. Voilà. Pour ceux qui veulent, voilà, vous me demandez en connexion et alors vous décrivez clairement, enfin, en petit résumé le projet que vous avez et si vous avez des questions beaucoup plus précises. Donc, moi, je suis plus juridique pour tout ce qui est technique. Je peux y répondre, mais de manière basique et générale. Mais si c'est pour tout ce qui est juridique, qu'est-ce que vous avez le droit de pouvoir faire, qu'est-ce qui est interdit, jusqu'où vous pouvez aller, qui est-ce que vous devez. Donc, n'oubliez pas, c'est comme je disais à Christ, c'est important de savoir si vous avez besoin des autorisations supplémentaires, des agrégations ou des choses comme ça pour pouvoir récolter des données que vous avez besoin. Sauf si, comme disait Justin, les données que vous allez recevoir sont déjà anonymisées. Donc, anonymiser, ça sous-entend je ne peux identifier personne. Donc, je ne peux identifier personne. Donc, les numéros de plaque, je peux identifier quelqu'un. Mais est-ce que les moyens que je dois mettre en place pour identifier quelqu'un sont faciles pour moi ou pas? Non, oui. Mais si c'est un projet expérimental, ça peut encore passer. Mais si c'est alors une application et un déploiement application réelle, alors là, il faudra des autorisations et un partenariat avec les autorités publiques qui sont compétentes. Ça va? Voilà, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous avez partagé vos slides, n'est-ce pas? Je vais enregistrer tout ça et je vous envoie, je mets ça dans le chat. Je vais l'envoyer tout de suite, comme ça c'est fait. Aujourd'hui, on est le 23 mai 22. Et c'est pour et voilà. Je vais les mettre tout de suite, comme ça c'est fait. On est cette opération. Ok. Voilà. C'est bon. Et alors, hop, je vais mettre ici. On devrait pouvoir le recevoir.
Alors, je ne sais pas la prise. Je ne sais pas si je peux me lancer. Il n'est pas passé par là. Sinon, Foussé, je vais te l'envoyer et là, tu peux le partager parce qu'il ne vais pas D'accord, pas de passer souci. par ici, à moins que. Sinon, il y a le partage de view only. Et ce lien, tout le monde qui a accès pourrait voir la présentation et télécharger si veut. Mais view only, par contre, sinon, ils pourront modifier. Ouais, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Et pour tout ce qu'ils en feront. Ouais, non, c'est pour éviter aussi que quelqu'un modifie par erreur et du coup, les autres, ils auront sa modif et non oui. l'original. Plus de non, pas ici. Bon, c'est pas grave. Je vais Sinon, vous m'envoyez, hein, je vais partager. Oui, je vais vous envoyer ça. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non, tout est clair? Okay. Ouais. Je crois que tout est très clair. Parfait. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que ça va donner un gros coup de pouce à toutes les équipes. Et je pense qu'avec ça, on aura des projets très intéressants, très éthiques et responsables. Mais ça va, je suis curieux de connaître le résultat une fois que tout le monde aura fini. Donc, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, ou quand vous aurez fini. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Bonne semaine à tous. Merci, bonne semaine. Au revoir, au revoir. Au revoir et bon courage. Merci beaucoup. Bye. Bye.